Donc je voulais remercier le laboratoire Bezin de m'avoir proposé de faire ce sympo. Donc Bezin est donc le premier labo qui a génériqué le Dienogest. Et donc on travaille ensemble depuis quelques temps maintenant. Alors il ne s'agit pas de faire de la pub au Dienogest, mais il s'agit de vous expliquer un peu comment on peut utiliser ce médicament. Et en fait, comme quand Bezin m'a sollicité, j'ai dit mais je fais déjà avant le topo sur le traitement médical, donc je vais pas refaire la même chose. Et en fait, je venais d'assister donc au congrès européen d'endométriose qui a donc lieu tous les 2 ans en alternance avec le congrès mondial. Donc le dernier congrès européen c'était en décembre à Prague, et donc le prochain c'est décembre 2021 à Bordeaux, au cas où vous n'auriez pas compris, mais voilà. Voilà. Et en fait c'est très intéressant parce qu'évidemment en congrès, ce qui se passe en session, c'est aussi important que ce qui se passe en dehors de la session. Mais il y avait quand même une session sur les traitements médicaux qui était modérée par des équipes allemandes. Et en fait, là, on se met à échanger et on découvre que pour la même maladie, on ne fait pas tous pareil et qu'on a tous des recettes et que c'est drôlement intéressant de regarder les recettes des autres et de pas de s'arrêter sur notre nombril, et en particulier sur ces histoires de méningiome qui sont un problème franco-français. Les autres pays s'en foutent, hein. Voilà. Donc l'idée, c'était un petit tour du monde des recommandations. Un tout petit tour du monde, je vous rassure. Et donc, le premier truc qu'on remarque, c'est que tous les pays n'ont pas de recommandations. Je vais commencer par l'Europe. Vous les avez là, les pays qui ont des recommandations sur la prise en charge de l'endométriose. Hein, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, ce qui fait référence aujourd'hui, et je vous ai cité un article qui fait l'état des lieux des recommandations et qui a étudié en fait les recommandations qui sont scientifiquement bien faites. Et en cela, les RPC françaises sont top. Enfin, vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce que vous lisez, mais scientifiquement, c'est optimal en fait. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce qui ressort, c'est celle de l'Échereux, et l'Échereux est une société de fertilité. Donc, c'est pas une société d'endométriose, c'est une société de fertilité, mais c'est celle qui, en parallèle, est scientifiquement la plus étayée. Et donc, après, vous avez la France avec les recommos de 2006 et de 2017, l'Allemagne et les pays germaniques, et dans les pays germaniques, on a la République tchèque. Voilà. Donc ils ont des recommandations communes qui ont été éditées en 2014 et 2016. Et le Royaume-Uni, c'est relativement récent, c'est le NICE. Alors le NICE, c'est pas de la gynéco, hein, c'est l'organe national et il fait des recos pour tout, dont je vous parlerai également. Mais donc vous voyez le reste de l'Europe, il n'y a pas de recommandations de la même manière que nous on peut avoir. Dans le reste du monde, il y a les USA qui ont des recommandations, et c'est la COG, mais ça date de 2010. Le Canada, la SOGC, qui date de 2010. L'Australasie, c'est-à-dire tout le continent australien, c'est Accept 2012. Et puis, il y a la World Endometriosis Society. Donc, je vous ai dit, le congrès européen, c'est tous les 2 ans, et c'est en alternance avec le mondial. Le mondial devait avoir lieu à Shanghai en mai, mais vous avez dû comprendre qu'il n'a pas eu lieu. Hein. Donc, il va être normalement en février, mais sous toute réserve, évidemment. Et donc, du coup, on aura les 2 congrès la même année. Voilà. Sinon, dans la plupart des autres pays, de tout le reste du monde, vous n'avez pas de reco, mais une équipe leader qui a publié ses propres recommandations, qui s'appuie souvent, mais pas toujours, sur les recommandations internationales, et que quand vous cherchez, ça représente plus de 150 publications. OK ? Donc, ça part un peu dans tous les sens. En tout cas, dans toutes les recommandations, ce qu'on retrouve, c'est qu'ils ne parlent que de classes thérapeutiques. C'est tout. Ils citent jamais de molécules, ils citent jamais de dosage. On est déjà beaucoup mieux en France. Hein. Il y a 2 exceptions à ça. C'est quand ces recommandations mentionnent le Dienogest, et là c'est spécifiquement nommé Dienogest 2 mg, et le Mirena. Je réinsiste, c'est bien alors ils ne l'appellent pas Mirena, mais le DIU lévonorgestrel 52 mg. On parle que de celui-là. Sur le traitement médical, qu'est-ce qu'on retrouve également qui est commun à toutes les recommandations ? 3 choses. La pilule œstroprogestatif, les progestatifs au sens large du terme, et les analogues du LHRH. Voilà, ça c'est ce qui est commun à toutes les recommandations. Mais sinon, ça part, je vous dis, dans tous les sens. Donc si on compare par rapport à la France, et c'est pour ça que le topo précédent était nécessaire à celui-ci, l'Allemagne, elle a mis le Dienogest en première intention, nominativement. Et pourquoi ? Aussi parce qu'elle bénéficie depuis le début d'un remboursement. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, première intention Dienogest et pas pilule œstroprogestative. Et puis, en deuxième intention, ils mettent les œstroprogestatifs ou les analogues. Le NICE c'est donc 2017. Alors sachez qu'en Angleterre,
il n'y a pas de Dienogest. À peu près le monde entier a du Dienogest, sauf 2 pays, 2 tout petits pays qui n'ont pas d'importance politique du tout, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc ils n'ont pas de Dienogest et ils en sont bien malheureux. Donc en première intention, les recommandations du NICE, c'est la pilule œstroprogestative. Mais quand vous les lisez, là c'est l'horreur. La ligne d'après, ils vous disent que c'est une prescription off-label, c'est-à-dire hors AMM, que donc le médecin prend la responsabilité de sa prescription, qu'il doit exposer tous les risques de la pilule œstroprogestative à la patiente. Elles sont toutes listées, y compris les risques de cancer, thromboembolique évidemment, etc. Voilà, donc c'est un truc à se refroidir sévèrement en fait. Et en deuxième intention, les progestatifs, mais au sens large du terme. Le Canada, la SOGC, ça date de 2010, mais la SOGC, comme l'a dit M. Descamps tout à l'heure, était franchement en avance, parce que eux, dans leurs recommandations, c'est la pilule œstroprogestative en continu, le terme en continu y est déjà, ou progestatif, et en deuxième intention, les analogues de la LHRH avec adbacthérapie. Là aussi, ils étaient plutôt en avance. Les USA, donc c'est l'ACOG 2010. Alors, sans ordre de prescription, sans ordre, en fourre-tout, mais je vous donne l'ordre dans lesquels c'est cité, même s'ils ne disent pas première intention, deuxième intention, ils mettent progestatif, danazol, pilule œstroprogestative, analogue. Et ils ont sorti en 2018 cet avis sur les adolescentes dont je vous ai parlé tout à l'heure, cet avis qui dit que voilà, les dysménorrhées sévères chez l'adolescent doivent être pris en charge pour suspicion d'endométriose, qu'il n'y a pas forcément besoin d'une célioscopie et qu'il faut tout de suite traiter pour éviter que ça s'aggrave. L'Australasie, c'est le RANZOG, j'ai toujours du mal à le prononcer, 2012. Donc eux, voilà, ils citent pareil, pilule œstroprogestative en continu par contre, Mirena, Dienogest, analogue, mais ils disent qu'il ne faut pas les donner. Parce qu'en fait, le RANZOG, c'est pour la fertilité, donc en fait, on ne peut pas les donner si on essaie de faire un bébé. Voilà. En Inde, c'est le FOXI, en 2017. Donc eux, pareil, pilule œstroprogestative, analogue plus adbac, ils le disent, progestatif et danazol. Il y a toujours le danazol en 2017 utilisé en Inde. Et donc la World, donc là, ça c'est les pays. Et donc il y a donc 2 sociétés internationales. La World Endometriosis Society en 2013, qui a donné donc en première intention, mais sans ordre de priorité, la pilule œstroprogestatif, les progestatifs, et là il y a eu des molécules citées. Le Dienogest, comme je vous disais tout à l'heure, mais une molécule qui s'appelle la médroxyprogestérone, je vais y revenir, et une autre molécule qui s'appelle la norethystérone. Et en deuxième intention, les analogues et le Mirena. L'Echereux, donc qui est une société de fertilité, pilule œstroprogestative ou progestatif, mais sans préciser, ils ont annoncé qu'il y allait y avoir des nouvelles recommandations pour l'Echereux en 2021. Les réunions de travail devaient avoir lieu en 2020. Je ne sais pas si avec le Covid, tout ça est toujours d'actualité ou pas. Alors, qu'est-ce que vous avez quand on dit progestatif comme progestatif disponible à l'étranger? Le Dienogest partout dans le monde, y compris au Bangladesh, mais pas aux USA et pas au Royaume-Uni. Et vous avez donc la médroxyprogestérone. Donc ça existe sous forme injectable retard, c'est le Depo-Provera. C'est une contraception longue durée. C'est très utilisé dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai des patientes anglaises qui ont eu ça comme pilule et comme contraception et qui sont en aménorrhée, mais il y a plein d'effets secondaires indésirables. Et en France, on est supposé l'utiliser que si on n'a pas d'autres possibilités de contraception. C'est ce qu'on donne aux incapables majeurs. Mais sachez que cette molécule, en France, on peut la trouver dans le THS Divina, mais à toute petite dose. Donc de toute façon, ça, on peut pas l'utiliser, nous. Et l'autre molécule, c'est l'acétate de norethystérone ou norétindrone, c'est la même chose en fait. Dans les pays où elle existe, elle a l'AMM endométriose, mais c'est pas disponible en France. Ça existe en petite dose dans le THS qui s'appelle Activel. Donc en Italie, ça existe à la posologie de 2,5 mg. Vous vous rappelez des posologies des macroprogestatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Au Royaume-Uni, la posologie, c'est 5 mg. Enfin, les comprimés, la forme galénique, c'est 5 mg. Et la recommandation de prescription, c'est 1 à 3 comprimés par jour. Donc, on monte à 15 mg par jour. Et aux USA, je ne sais pas si c'est lié à l'épidémie d'obésité, ils ont 2 posologies, 5 et 10 mg. Et là aussi, ils montent à 1 à 3 comprimés par jour. Donc, potentiellement, les femmes peuvent avoir 30 mg de ce produit. Et donc, moi, j'ai aussi des patientes américaines qui en ont pris, qui ont eu ça en première intention dans le traitement de leur endométriose, et elles ont pris 15 kilos en 1 an, elles sont poilues, enfin elles ont plus de libido, enfin c'est l'horreur. Donc, vous voyez que finalement, il y a plein de molécules que nous on n'a pas, comme nous on a des choses que les autres n'ont pas.
Et je voulais vous parler en particulier de l'Italie, parce que l'Italie, c'est le premier pays qui avait eu un plan national endométriose en 2008, mais sachez qu'il n'a eu aucun effet derrière, donc c'est bien dommage, mais voilà, ça a été le premier. Il y a plein d'équipes de pointe en Italie, si vous vous intéressez à la littérature, mais à la pointe à la fois en chirurgie, à la fois en fertilité, en traitement médical. Et il y a une équipe en particulier qui sort du lot, qui est l'équipe de Paolo Vercellini et d'Edgardo Somigliana. Si vous voulez lire de la bonne littérature sur l'endométriose, n'hésitez jamais quand vous voyez ces noms-là. C'est toujours ce sont des équipes qui ont fait une multitude de publications, une multitude d'études sur tous les aspects de l'endométriose. Et ils ont une réflexion extrêmement poussée sur le traitement médical. Et alors, qu'est-ce qu'ils utilisaient en Italie? Donc, la pilule œstroprogestative, et puis en deuxième intention, des macroprogestatifs, donc la norétindrone dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux, ils l'ont en 2,5 mg par jour. Donc ils l'utilisent depuis 20 ans, en fait, et il y a plein d'études. Mais ils ont essayé tous les autres. Et en Italie, le Dienogest a été commercialisé à partir de juin 2013, non remboursé. Et donc, pour savoir, comme la littérature était plutôt intéressante sur le Dienogest, ils ont proposé à partir de juin 2013 à toutes leurs patientes qui auraient dû avoir de la norétindrone de prendre du Dienogest à la place, mais en le payant de leur poche. Donc, ils ont fait une étude avant-après. Les 90 dernières patientes avant juin 2013 qui prenaient de la norétindrone ont été incluses dans l'étude. Ça leur coûtait $20 par an. Et les 90 premières, après la commercialisation du Dienogest, en ont pris, ça leur coûtait $800 par an, de leur poche, puisque non remboursé. Et donc, ils ont regardé ce que ça donnait, les résultats. L'efficacité, elle est pareille en termes d'obtention de l'aménorrhée, en termes d'amélioration des douleurs, mais clairement, le Dienogest sort du lot en termes de tolérance, en termes de prise de poids. Donc, s'il n'y avait que ça, la plupart opteraient plutôt on partirait plutôt sur du Dienogest en première intention. Le problème, c'était le prix pour un traitement qui est à vie. Voilà. C'est pas juste pour un an qu'elles vont le prendre, elles vont le prendre pendant des années. Et clairement, il le disait, effectiveness was greatly affected by economic aspects. C'est-à-dire que le simple fait de savoir que ça leur coûtait une fortune, elles trouvaient que finalement, c'était peut-être pas si bien que ça, en fait. Donc, en 2018, ils ont fait une publication, leurs recommandations qui font foi en Italie. Cette publication, je vous la cite là, mais c'est un régal à lire quand on s'intéresse à l'endométriose. Toute la réflexion sur le traitement médical, il est vraiment étape par étape, il est passionnant. Mais voilà, il propose un schéma qui tient compte à la fois de la sévérité de la maladie, de la tolérance et de l'efficacité, et du coup, en individualisant d'un côté ce qu'ils appellent les low-cost drugs, c'est-à-dire les médicaments qui ne coûtent pas cher, la pilule œstroprogestative et les progestatifs bon marché, et les high-cost drugs, c'est-à-dire le Dienogest, parce que ça coûte cher, et les analogues. Et qu'est-ce qu'ils proposent, en fait? Voilà leur schéma. Pilule œstroprogestative et progestative bon marché si la patiente elle a surtout des dysménorrhées, qu'elle n'a qu'une endométriose superficielle ou une endométriose ovarienne de moins de 5 cm. On passe au progestatif cher si elle a des dysparonies sévères et une endométriose pelvienne profonde. Et on passe aux analogues s'il y a besoin de chirurgie. Voilà leurs recommandations. Et je ne sais pas si le Dienogest est génériqué en Italie. J'ai demandé tout à l'heure à Besan qui n'a pas la réponse non plus. Je ne sais pas si ça ne changerait pas leurs recommandations. Et pour finir, cette publication canadienne de 2017 qui est de Casper, qui est aussi un grand nom de l'endométriose, et lui, il remet carrément en cause l'indication première des œstroprogestatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'études qui disent que les œstroprogestatifs, ça marche bien pour provoquer une atrophie endométriale sur l'endomètre quand il est au bon endroit, mais pas quand il est au mauvais endroit. Et qu'en plus, les doses d'éthénylestradiol qu'on a dans nos pilules classiques sont 4 à 6 fois supérieures à la physiologie. Alors que si on est sur des macroprogestatifs faiblement dosés, on est beaucoup plus près de la physiologie. Bien sûr, en plus, il y a les risques, les contre-indications, les risques thromboemboliques, les effets secondaires. Et donc, lui, il prône carrément les progestatifs en première intention, clairement, mais comme ce que fait déjà l'Allemagne, dont la norétindrone, parce que c'est ce dont ils l'ont aussi au Canada comme aux États-Unis, et le Dienogest, parce que ça inhibe l'ovulation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc que c'est forcément contraceptif, que ça permet l'aménorrhée et que ça permet cette petite sécrétion d'œstrogène endogène suffisante pour protéger l'os avec cette inquiétude de la déminéralisation osseuse chez les macroprogestatifs. Donc voilà que va donner la suite, parce que le Dienogest, ce n'est pas une nouvelle molécule, mais le fait qu'il devienne génériqué et remboursé, ça change fondamentalement la donne dans la réflexion. Et donc, posez-vous la question, est-ce que je n'irai pas directement au Dienogest en première intention? Moi, en tout cas, le déremboursement, ça modifie terriblement mes habitudes de prescription. Juste pour finir, donc les RPC françaises, elles sont parfois complexes à appréhender, mais elles ont le mérite d'exister. Elles sont scientifiquement étayées, ça tient vraiment la route, les RPC françaises, et elles vous laissent une immense liberté, en fait.
si vous les analysez bien, elles vous laissent beaucoup de liberté. Peu de pays ont leurs propres recommandations, comme vous pouvez le voir. La plupart, celles s'appuient sur celles de l'Echereux qui ont déjà 7 ans. Et que aussi, ça dépend de ce qu'on a dans son pays. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Je vous remercie.